Partir avec Marie-Pierre Planchon. Partir avec Marie-Pierre Planchon. Sur France Inter. La radio. Je suis née à Paris. En Bretagne. Nous habitions une ferme sur 25 hectares. J'ai commencé très jeune à militer. J'étais convaincue que nous allions changer le monde. Ça, c'est le monde que tu connais. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Amis du soir, bonsoir. Je vous propose ce soir de rencontrer un homme qui a cherché à repousser ses limites et qui a suivi un chemin inconcevable au cartésien qu'il était. Un chemin sur lequel il a côtoyé le doute, les impasses, les échecs, quelques succès, mais surtout l'émerveillement. L'émerveillement a touché la vie au bout des doigts. Le docteur Alain Kassoura racontait ce parcours singulier en 2010 dans son livre « L'énergie, l'émotion, la pensée » paru aux éditions Odile Jacob. Le parcours d'un médecin, danseur, qui au fil des clins d'œil de la vie est devenu ostéopathe. Avec le temps, sa pratique est devenue une aventure intérieure, une source d'introspection sur les plans physiques, émotionnels et mental. Son rapport à l'autre a changé et par le toucher a émergé parfois l'intime, la profondeur de l'être, car le corps se souvient et la mémoire se libère. Partir avec le docteur Alain Kassoura, c'est découvrir une nouvelle approche de l'ostéopathie par un Don Quichotte rationnel et précurseur. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Docteur Kassoura, d'où venez-vous ? Alors spontanément, quand vous me posez la question, une image vient à moi, c'est le pic du Midi d'Ossau. Alors je suis né à Pau, mais j'ai envie de vous dire que je viens de la vallée d'Ossau. Quand j'allais au lycée, sur mon vélo, je voyais la chaîne des Pyrénées, parfois enneigée, l'Ossau enneigé. J'aspirais à aller au sommet de cette belle montagne. J'y suis allé plusieurs fois par la suite. J'ai fait plusieurs courses d'escalade et c'est une montagne qui m'est très chère. Et d'ailleurs, le jour venu, je verrais bien mes cendres dispersées au sommet de l'Ossau. Ça ne me gênerait pas. Donc voilà, je viens de l'Ossau. Vous pensez déjà à ça ? Non, pas tellement, mais ça m'arrive, parfois, oui. Alors cette envie d'escalader la montagne vous vient d'une émission, on va dire, que vous avez pu regarder lorsque vous étiez enfant à la télévision ? C'est notre grand-mère qui a fait venir la télévision à la maison. Et donc, j'ai vu Gaston Rébuffat et j'ai été fasciné par cet homme, ce grand échassier qui montait comme ça sur le rocher, sur les glaciers, la corde qui filait vers le vide. Et j'ai eu envie, effectivement, de monter au sommet des montagnes. Il m'a donné l'envie d'aller découvrir ce monde-là. Ça ne vous a pas lâché puisque lorsqu'on vous a demandé 2 photos d'ailleurs pour le site, vous nous avez envoyé des photos C'est vrai. En situation. Et C'est d'ailleurs, vrai. ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit, c'est un ostéo et il nous envoie des photos de montagne, pourquoi pas ? Ça lui ressemble Oui, bien. Oui, non mais les montagnes sont chères à mon cœur, oui, c'est sûr. Les montagnes et la danse aussi. Lorsque vous étiez enfant, vous avez été aussi inspiré par quelqu'un qui a marqué votre imaginaire et qui ressortira plus tard, par Maurice Béjart. Qui ressortira plus tard, oui. Oui. Je crois que la danse, c'est pas pareil. Je pense que la danse, c'est presque un accident de parcours, mais qui était sûrement programmé et qui m'a fait énormément avancer. Tandis que la montagne, c'est quelque chose que j'ai au fond du cœur, au fond de l'âme, qui est là, quoi. C'est vraiment moi. La danse, je crois pas que ce soit vraiment moi. Pourtant, au vous bout en du avez compte. fait pendant 12 ans quand même. Mais bien sûr, et j'en ai fait, j'ai même voulu en faire mon métier, et ça a été une passion. Mais aujourd'hui, quand je me retourne, que je vois ces années-là, la danse m'a énormément appris, mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse partie de moi. Je pense qu'elle a été initiatrice, elle m'a ouvert les yeux. Alain Kassoura, vraiment, vous avez une vie passionnante et vous avez commencé par des études de médecine. Alors, qui vous a donné envie ou qu'est-ce qui a fait le déclic que vous vous êtes dit « je vais devenir médecin » ? Ah ben tout petit, j'étais tout le temps malade. Alors, Ah bon ? j'étais tout le temps malade. J'étais asthmatique, j'étais bègue, j'étais pas sportif du tout. Et on faisait venir souvent le docteur à la maison, et c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et quand le docteur Duisabeau venait à la maison, tout d'un coup, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Il était là avec son savoir, avec son humanisme, etc.
Et voilà, et pour moi, c'était évident que je voulais devenir cet homme-là. C'était aussi, quelque part, ma grand-mère, qui était veuve, portait sur lui un regard aussi très, très attentionné. Et peut-être qu'aussi, c'était une façon euh, de me rapprocher d'elle encore à travers ce désir d'accéder à cette profession. Donc, au fond, il y a eu 2 phases. J'ai d'abord voulu être cuisinier, tout petit. Et puis après, j'ai voulu être, parce que j'étais très gourmand, je le suis toujours, et après, j'ai voulu être médecin. Dans votre premier livre, L'énergie, l'émotion, la pensée, qui était paru aux éditions Odile Jacob, vous disiez aussi que vous vous êtes assigné de façon plus obscure une seconde vocation, on va dire une seconde tâche, c'est de vouloir sauver l'humanité en rapport à votre grand-père maternel, justement, qui s'appelait Sauveur. Oui, alors je crois que là, c'est le regard de l'adulte sur un parcours. Mais c'est vrai que je crois que longtemps, et on le voit même dans mon dernier livre, La fureur de guérir, on voit que je me prends encore au jeu de sauver. Oui, parce que Et- dans votre premier livre, vous disiez, hein, j'ai noté, je combattrai l'injustice et la maladie, je serai médecin, j'avais une haute idée de la fonction. Oui, oui, c'est vrai. Et mon grand-père maternel s'appelait Sauveur. Il est décédé à la guerre, 39-40 donc, en Algérie. Et donc ma grand-mère n'a jamais eu d'autre homme dans sa vie. Elle s'est beaucoup occupée de moi. Et elle a eu beaucoup d'attention pour moi. Je crois que j'ai eu beaucoup d'amour pour elle et inversement. Et je crois que ce désir de sauver le monde, elle me l'a transmis aussi. Elle lisait Gandhi, etc. Et moi, j'avais été émerveillé par ses lectures. Donc voilà. Donc oui, je voulais sauver l'humanité. Enfin, je n'ai pas sauvé grand-chose. J'essaie de me sauver moi-même. Déjà, c'est pas mal. Oui, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Alain Kassoura, vous entamez donc des études de médecine et pourtant ces études ne vont pas vous satisfaire complètement. Il y a plein de choses qui vous sont un peu difficiles. Vous dites que vous ne supportez pas la hiérarchisation, le cloisonnement. Pourquoi ? Oui, c'est vrai, les études de médecine sont un très très long parcours. Et je crois qu'à partir du moment où j'ai été reçu au concours en première année, je me suis aperçu qu'au fond, c'était un long chemin, très hiérarchisé. Il y a des raisons à ça, mais je crois que je le supportais mal. Je crois que j'avais aussi un grand besoin de reconnaissance aussi. J'avais fini second au concours. Je me suis dit, second au concours, Génial, hein. les portes vont s'ouvrir, on va Bravo. faire un tapis rouge. Mais non, tout le monde s'en foutait, on n'avait rien à faire. Donc Donc vous étiez très doué quand même. non, j'ai beaucoup travaillé. J'étais très, très travailleur, un travailleur acharné. Voilà, donc je crois qu'effectivement, il me manquait quelque chose. Et donc, dans ce parcours-là, il y a eu une date, alors que je suis en 3e année de médecine, en septembre, je ne sais trop. Vous m'avez dit 1979. Ça doit être ça, en gros. En septembre 1979, je dois être en 3e année de médecine. Vous avez quel âge à ce moment-là ? Je suis déjà âgé, je dois avoir 21 Oh, mon Dieu. ou 22. Enfin, oui, non, mais Oui. je suis déjà fort vieux pour me lancer dans ce que je vais faire. Et je sors d'une garde d'obstétrique et au matin, donc, je suis sur les quais de la Garonne avec mon Peugeot 102 bleu et je m'arrête devant le dansoir où je m'étais souvent arrêté à regarder à travers les fenêtres du premier étage les danseurs défiler. Et là, j'ose garer mon Peugeot 102, enlever mon casque, pousser la porte, rentrer et dire voilà, je veux apprendre à danser, je veux prendre des cours de danse. Or ça, vraiment, c'est pas du tout dans la culture de la famille, vraiment pas du tout. Et donc, la personne qui me reçoit derrière le comptoir est un peu surprise. Elle me dit, mais vous savez ce que vous voulez faire comme danse, classique, contemporain, jazz? Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je lui dis, écoutez, je veux faire de la danse et je me donne 3 mois. Je veux prendre un cours par jour pendant 3 mois parce que je pense que je ne suis pas doué du tout. Donc, il faut qu'au moins je danse pendant 3 mois et au bout de 3 mois, je verrai si je continue ou pas. Comment c'est venu cette envie de faire de la danse ? C'est parce que vous passiez devant ce cours, vous voyez d'autres choses ? Je pense qu'il y avait une aspiration artistique qui était là. Je m'étais essayé tout seul à la peinture. J'avais fait un petit peu de théâtre, de ci, de là. J'avais écrit un petit peu. Et je crois que j'ai pris ce
pourquoi j'étais le moins doué. Mais je crois qu'aussi, il y avait cette fascination des femmes, ce désir de rencontrer les femmes. Et je crois qu'aussi, j'ai vu dans la danse un moyen de rencontrer une femme idéale, une femme sublime, une femme... voilà. Et donc, il y avait aussi ça derrière. Mais j'étais jamais, même en boîte de nuit, j'étais jamais là en boîte, je n'avais jamais dansé, quoi. Et j'étais complètement pâteau, donc c'est sûr que c'est comme si, enfin voilà, un ours qui arrive dans le cours de danse, enfin, c'était vraiment très très incongru. Cette dame a dû vous regarder avec de drôles de Oui, yeux. oui, elle était un peu inquiète quant à ma santé mentale, elle avait peut-être un petit peu raison. Et voilà, et je me voilà parti pour 3 mois d'abord. Et somme toute, au bout de 3 mois, j'ai appris des petits trucs et puis je m'aperçois qu'il faut quand même apprendre la danse classique. Donc je vais me retrouver, j'ai 22 ans, en cours de classique chez les sœurs Bessot à Toulouse qui préparent des petits prodiges. Je vais me retrouver avec des enfants qui ont, des petites filles surtout, qui doivent avoir 8 ans, 10 ans en tutu, vous voyez, ce grand dadé, au milieu de ces petites filles qui arrivent à faire les entrechats à toute vitesse et moi qui suis là en train de m'emmêler les pinceaux. Enfin, c'était vraiment une histoire très bizarre. Et je m'y suis accroché. Et je crois que la danse m'a ouvert les yeux sur un autre rapport au corps. Elle m'a ouvert les yeux, bien sûr, sur la dimension artistique qui était en moi, mais je crois aussi sur un autre rapport au corps que celui que proposait la médecine. Un rapport beaucoup plus concret avec une véritable connaissance du corps, de l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui m'a intéressé. Alors à l'époque, la danse contemporaine manquait de garçons. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir danser un petit peu, de faire des choses. Enfin, Et puis vous allez rencontrer une danseuse aussi. Et puis je vais rencontrer une danseuse qui va devenir femme, avec qui je vais avoir un enfant. Enfin bon, voilà, bon, mais ça c'est autre chose. Pas négligeable du tout d'ailleurs. Hein. Merci de le préciser. Non, c'est le sel de la vie, c'est merveilleux, mais bon, ça n'intéresse pas forcément. Vous dites aussi à ce moment-là que vous avez aussi appris quelque chose, une nouvelle compréhension du mouvement aussi. Bien sûr, oui. Quand vous parlez du corps, c'est cela du aussi. Du corps et du corps en mouvement, voilà. Donc ces cours de danse vont vous amener à côtoyer donc d'autres danseuses, d'autres danseurs, et souvent vous êtes sollicité parce que pour les danseurs vous êtes médecin, bon pour les médecins vous êtes danseur, donc c'est un peu compliqué, je pense, à se gérer à ce moment-là. Oui, et donc vous êtes quand même pas mal sollicité pour avoir des petits Voilà, des petits avis, des petits oui. trucs. Et en fait, je suis à chaque fois incapable de résoudre le problème d'un danseur qui n'arrive plus à faire 2 tours pirouettes ou 3 tours pirouettes depuis qu'il s'est vaguement, pas vraiment tordu le pied, mais il y a eu un petit faux mouvement et il sent qu'il n'arrive pas à monter bien sur l'axe, etc. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'en pensais rien, j'avais aucune idée, quoi. Et puis après, il me disait, ah ben non, mais je suis allé voir un ostéopathe et puis ça y est, maintenant, ça y est, c'est bon. Et je ne savais pas ce qu'était l'ostéopathie, donc oui, ça puis en plus, aiguisait mon esprit. Ça me vous donnait étiez- envie d'aller chercher plus voilà, loin. vous étiez quand même assez sceptique sur ça. J'étais très sceptique. Voilà. Oui, parce qu'alors en plus, voilà, il faut imaginer que moi, j'étais quelqu'un de très sérieux, d'un peu coincé, quoi, quelque part, malgré tout. Qui Qui sortait avait- pas du cadre. Voilà, certain qui cadre, sortait oui. pas du cadre. Aujourd'hui, mes livres ne rentrent dans aucun cadre. Alors ça effraie tout le monde. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans le cadre. J'avais fait des études au lycée. Il fallait que je sois tout le temps devant. À la fac de médecine, il fallait que je cartonne. Et j'apprenais tout par cœur. Et pour moi, ce qui était enseigné, c'était la vérité. C'est-à-dire que c'était incontestable. Pour moi, ce qui était enseigné en fac de médecine, et ailleurs d'ailleurs, ce que les professeurs enseignaient, dans ma grande naïveté, je pensais que c'était la vérité absolue. Il était hors de question de contester ce qu'on m'avait enseigné. Donc effectivement, ce qui venait d'ailleurs me laissait un peu rêveur. Et en fait, Voilà. cette rêverie ne va pas durer si longtemps que ça, puisque vous-même allez être par obligation coincé. Voilà, c'est-à-dire qu'un jour, je fais un porté, et là, je suis coincé, bloqué, je me retrouve par terre. Les pompiers viennent me chercher, je ne peux plus bouger du tout. Ils m'amènent à l'hosto. Mais l'hosto, je dis, bon, mais j'ai rien, de toute façon, laissez-moi partir. Je signe une décharge, on m'amène à la maison en brancard, on me laisse par terre. Et puis voilà, et puis je vais passer 2 jours sans pouvoir bouger. J'ai une douleur dorsale haute qui irradie vers les côtes, je ne peux pas respirer. Et puis au bout de 2 jours, je peux bouger un petit peu. Et puis en téléphonant aux uns aux autres, on me dit, tu devrais aller voir tel ostéopathe. Et je vais le voir, il me manipule, et 10 minutes après, je sors, je marche, je respire, voilà. Et 2 jours après, je reprends la danse. Donc là, je me dis, là, il s'est vraiment passé quelque chose. C'est un déclic. Alors, c'est le début d'une curiosité qui s'affirme, mais qui va vraiment se concrétiser un mois de septembre.
1989. Voilà, 1989, où je me retrouve inscrit à la faculté de Bobigny, au Dumenat, qui avait été monté par le doyen Cornillot, dans un cursus d'ostéopathie. Et toujours grâce à la télé, puisque c'est lors d'une émission, je crois, de Michel Pollack, Michel Droit de Pollack, réponse, tout à fait, oui, que vous entendez parler d'un cours. Voilà, j'entends effectivement, je m'inscris, donc, et je me retrouve dans un lieu qui me paraît suspect, parce que j'ai toujours un regard très critique, non seulement sur moi, mais sur les autres, et ce lieu me paraît suspect. D'abord parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis des gens d'horizons très très différents. Il y a des médecins, il y a des dentistes, il y a des vétérinaires, il y a des sages-femmes. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens d'horizons différents qui viennent apprendre une ostéopathie qui est enseignée par des ostéopathes non médecins, dans une faculté de médecine? Donc pour moi, c'est un choc vraiment... Il est vrai qu'il y a terrible. 25 ans, on n'entendait pas parler autant de l'ostéopathie qu'aujourd'hui. Tout à fait. Mhm. Et donc les enseignants venaient, pour la plupart, étaient non médecins, parce que tous n'étaient pas non médecins, certains étaient médecins, et venaient pour la plupart aussi, avaient été formés à l'école anglo-saxonne d'ostéopathie et venaient de Maidstone, en Angleterre. Et je suis tombé sur des gens d'une très grande générosité, qui avaient une connaissance très aiguë, très pointue, différente de la médecine. Donc là, j'ai entendu un discours très très différent, auquel j'ai eu du mal à adhérer, mais auquel la pratique et les résultats obtenus sur les patients m'a petit à petit obligé à adhérer. Vous êtes bousculé dans vos connaissances, c'est ça? Oui, Plus que je suis bousculé. bousculé dans mes certitudes. Voilà. Et parfois, il y a des certitudes qu'on ne veut pas lâcher, ce qui fait qu'il y a certains domaines de l'ostéopathie que je ne vais aborder que très tardivement, avec beaucoup de mal, en disant que je ne sens pas, que je n'y arrive pas. Mais c'est surtout parce que mentalement, je ne veux pas lâcher. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui ne veulent pas lâcher, qui sont sûres de connaître la vérité et qui sont sûrs d'être dans leur bon droit et qui donc ne veulent pas ouvrir les yeux sur autre chose. Et j'ai été de cela. Je n'ai pas voulu ouvrir les yeux, mais j'étais quand même très curieux malgré tout. Lorsque, par exemple, vous apprenez que le bassin peut être mobile, c'est ça? Voilà, que les sacroiliacs bougent. Alors ça, moi, j'ai toujours appris en fac de médecine que les sacroiliacs ne bougeaient pas. Donc pour moi, manipuler un bassin, c'était une aberration. Et puis petit à petit, je me suis aperçu qu'effectivement, je me suis rendu compte que, par exemple, les gens qu'on opérait de prothèses de hanche, somme toute, rééquilibrent parfois leur inégalité de longueur en réadaptant dans le bassin, que les femmes enceintes, mais bien sûr, elles ont les sacroiliacs qui bougent, etc. Mais alors, il y a bouger et bouger aussi, c'est-à-dire que le terme de bouger en ostéopathie, ça n'a pas du tout le même sens qu'en médecine. C'est une plasticité, c'est une capacité à se déformer, etc. Même si, dans la sacroiliaque, il y a quand même un petit mouvement. Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothe the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her, she'd say, baby, Grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands. Grandma's hand. Grandma's hand used to hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have Grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for Grandma's hand. Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Docteur Alakassoura, dans votre premier ouvrage d'ailleurs, vous disiez « L'apprentissage de l'ostéopathie fut un long et difficile chemin. Le médecin que j'étais eut bien du mal à accepter ces concepts, l'idée que la main par le toucher
pouvait me révéler un monde chez l'autre et aussi en moi, ne m'avait même pas effleuré. Oui, mais bien sûr, parce que moi, au départ, je vais apprendre une technique. Et je ne vais pas du tout là pour remettre en cause des connaissances que j'ai apprises. Or, ce que je ne sais pas, c'est que je vais apprendre en quelque sorte une médecine. C'est-à-dire qu'au fond, je vais devenir bilingue, je vais apprendre une autre culture, une autre langue. C'est-à-dire que c'est une autre façon de penser, et ça c'est difficile parfois à comprendre, à admettre pour les médecins, certains médecins qui pensent que la seule médecine, c'est la médecine qui est reconnue aujourd'hui, la médecine officielle. J'aime beaucoup cette parole de Tenzin Chodrak, qui était médecin du Dalai Lama et qui disait il y a beaucoup de bonnes médecines. La bonne médecine est celle qui soigne le patient. Voilà. L'acupuncture, c'est une médecine aussi que je connais mal, mais j'aime beaucoup lire des textes de médecine traditionnelle chinoise et c'est extrêmement riche. C'est un monde. L'ostéopathie, c'est aussi un monde peut-être culturellement moins riche, mais dans la pratique extrêmement riche. Également. Donc effectivement, moi je viens là juste pour apprendre des techniques et en fait je vais apprendre une autre façon d'appréhender l'autre et d'appréhender la vie en l'autre et la vie en soi. Donc en fait, c'est une véritable révolution qui va se produire. Mais je n'en sais rien au départ, je n'en ai aucune idée. Alain Kassoura, cette révolution dont vous parlez va durer quelques années lors de votre apprentissage et vous commencez dans ce domaine en racontant vos premiers cours à la faculté, ces premiers cours où chacun se déshabille en plus. Alors oui, voilà, mais voilà. c'est important de le raconter, je trouve, par rapport à ce tabou qu'on a toujours aussi par rapport au toucher. C'est vrai qu'il faut être vigilant, mais alors, ça s'apprend, c'est le toucher. Voilà. Est-ce que ça s'apprend le toucher d'ailleurs ? Oui, ça se pratique. Je pense que c'est comme on peut pratiquer des gammes en musique, comme on peut affiner son palais pour quelqu'un qui aime déguster. C'est un sens. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on s'en sert, je pense que les aires corticales correspondant à ce sens-là se développent. Et au fur et à mesure, on arrive à percevoir des choses que d'autres ne peuvent pas percevoir. C'est sûr que moi qui n'y connais pas grand-chose en œnologie, quand je vois quelqu'un déguster un vin et lui trouver 1001 parfum, goût, senteur, odeur, etc., et texture. Et moi, j'écoute ça, ça me parle pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire. Mais lui, ça évoque quelque chose de précis en lui. Pour le toucher, c'est pareil. Donc effectivement, le toucher s'apprivoise, se travaille. Et là, on était très, très nombreux. C'était des très, très grosses promotions. Et les salles étaient très petites. C'était des préfabriqués. Donc, on était dans les couloirs avec un nombre de tables pliantes conséquent. On était 2 par 2 et on était en sous-vêtements dans les couloirs alors qu'il y avait d'autres cours. Donc, il y avait des gens qui passaient et qui nous regardaient bizarrement à moitié nus dans les couloirs en train d'appliquer ce qu'on avait vu dans la salle de cours. Et le but, c'est d'arriver à sentir les restrictions de mouvement et puis après d'apprendre des techniques pour déverrouiller ces restrictions-là, etc. Comment on sent ces restrictions ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Comment ça se passe ? On sent des raideurs, on sent... Si vous voulez, dans le senti, on peut sentir un tas d'éléments qui sont physiques. C'est-à-dire qu'on peut sentir le froid, le chaud, la dureté, le fait que ce soit mou, qu'une structure soit plus molle. On peut sentir les tensions de la structure, on peut sentir le mouvement de la structure. Par exemple, si vous posez les mains sur une cage thoracique, vous sentiez bien le mouvement de l'inspiration, de l'expiration. Vous pouvez même sentir si l'inspiration est très ample ou au contraire restreinte. De même pour l'expiration, vous arriverez peut-être même à faire la différence entre la partie droite du thorax, la partie gauche du thorax. Peut-être même que vous arriverez à sentir à travers tout ça les battements du cœur. Donc tout ça, ce sont des choses possibles, mais ce sont des choses qu'on apprend petit à petit. Donc il y a un tas de critères qu'on pourrait qualifier d'objectifs, même s'ils ne sont pas objectifs, parce que le senti n'est pas objectif, ne peut pas être objectif. Mais qui sont quand même des critères qu'on peut qualifier de physiques et de clairement identifiables. Donc déjà, je pense que travailler le toucher, c'est surtout commencer par travailler ça. Alors ça, à travers effectivement le corps, qu'on peut aussi mettre en mouvement, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser un corps, mobiliser une articulation et voir comment, de façon passive, elle accepte ce mouvement et s'il y a dans ce mouvement des zones de restriction ou pas. C'est un travail qui s'apprend comme on apprend à jouer du piano, quoi. Quand on se met au piano la première fois, on sent rien du tout, quoi. Et puis petit à petit, ça vient.
Docteur Alain Kassoura, vous apprenez grâce à l'ostéopathie que le corps bouge en permanence et que le corps a une mémoire. Alors ça devient très intéressant. Oui, que le corps bouge en permanence, c'est peut-être une évidence. Pour moi, ça ne l'était pas. Il faut penser qu'il y a du mouvement partout dans le corps. Il faut penser que, par exemple, quand le diaphragme donc, qui est entre l'abdomen et le thorax, se mobilise pour la respiration, à chaque inspiration et expiration, il mobilise les organes qui sont en dessous. Donc, de fait, le côlon, le foie, les reins vont être amenés à bouger. Il y a une chose très très étonnante, c'est que la prostate, on s'est aperçu que la prostate bougeait. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, la prostate bouge. Il y a eu des mesures qui ont été faites, il y a eu des études qui ont été faites parce qu'on voulait irradier au mieux la prostate. Donc on a étudié la position de la prostate, vessie pleine, vessie vide, rectum, etc. Enfin bon, bref. Et on s'est aperçu que les mouvements de la prostate pouvaient aller jusqu'à 1 centimètre. Pour un organe qui quand même n'est pas tellement mobile a priori. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que le mouvement est partout dans le corps. Alors c'est le mouvement bien sûr ostéo-articulaire, donc des articulations, c'est le mouvement des viscères, c'est le mouvement des fluides aussi, puisque le sang circule, la lymphe circule, le liquide céphalorachidien circule, donc il y a du mouvement partout dans le corps, même si intellectuellement, je le savais, le redécouvrir avec les mains, c'est quelque chose d'autre et c'est une grande découverte. Après, vous parlez de la mémoire du corps. Alors, la mémoire du corps, c'est plus complexe. Et je vais vous dire un peu comment on peut l'appréhender dans un premier temps. Concrètement, dans les consultations, tous les jours, des gens qui viennent et qui omettent de donner tous leurs antécédents, même si à chaque fois, je ne manque pas de leur dire « alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» etc. Souvent, les personnes, très obnubilées par leurs problématiques, omettent un tas de petites choses. Et à un moment donné, par exemple, vous posez les mains sur les 2 chevilles de la personne. Et tout de suite, vous sentez que là, il y a un remaniement tissulaire, que la mobilité de la cheville n'est pas la même. Mais même, ce qui est étonnant, c'est que même dans l'immobilité, avec le temps, on arrive à pressentir la perte de mobilité. Mais donc, on sent ces remaniements sur la cheville et on dit à la personne, mais vous avez eu un traumatisme de la cheville, et même il me semble ancien, parce qu'on peut même sentir à la texture des tissus si c'est plus ou moins récent. Et la personne souvent dit, oh oui, c'est vrai, ou je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, je me suis fait il y a 5 ans une entorse de la cheville très très grave. Et donc en fait, ce traumatisme a laissé des séquelles dans le corps. Et ces séquelles dans le corps souvent entraînent une perte de mobilité. Et nous, ce qui nous intéresse en ostéopathie, c'est la mobilité. Et on le trouve aussi, par exemple, après des interventions chirurgicales, on peut trouver des restrictions de mobilité sur les viscères, etc. Enfin, voilà. Dans votre parcours, vous apprenez à ce moment-là que grâce à l'ostéopathie, on peut avoir accès à ces mémoires. Oui. Et que c'est visible à travers le corps. Ça a un impact sur vous en tant que médecin. Oui, je n'imaginais pas que notre histoire était aussi présente en nous. De la même façon que je n'imaginais pas que le mouvement était présent en nous, je n'imaginais pas que notre histoire était présente en nous. Et notre histoire traumatique physique, mais aussi notre histoire traumatique émotionnelle, mais aussi presque nos représentations mentales qui conditionnent aussi la façon dont on se meut, la façon dont on parle, la façon dont on bouge. Et donc, au bout du compte, nous sommes notre corps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le corps et l'esprit. Nous sommes le corps, c'est nous. C'est un tout. Il y a le corps, l'émotion, la pensée. Tout ça, c'est un tout et c'est nous. Et nous sommes tout ça. Donc, notre corps, c'est nous. Et oui, de la même façon qu'on parle avec des mots, on parle aussi avec le corps parce que c'est nous. Et même dans votre dernier ouvrage, La fureur de guérir, qui vient aussi de sortir aux éditions Odile Jacob, vous allez même jusqu'à dire que les mains abordent un volume et non un plan, de la superficie de la peau à la profondeur des os, prenant en compte des structures, les organes, etc. Les mains rencontrent de la matière et de l'énergie. Oui, alors ça, c'est vrai, même s'il ne faut pas trop le dire, parce que pour qui ne pratique pas, c'est difficilement compréhensible. Vous savez, ça me fait beaucoup penser aux arts martiaux. Quand on aborde les arts martiaux, on les aborde d'une façon très, très pragmatique. On fait travailler le corps, on apprend des postures, on apprend des coups, des parades, etc. Et pendant tout un temps, l'apprentissage des arts martiaux, c'est ça, point à la ligne. Et puis après, petit à petit,
on intègre d'autres dimensions qui vont jusqu'à des dimensions très subtiles qui peuvent toucher effectivement à l'énergie, à la présence. Donc, eh bien, en ostéopathie, c'est un peu comme dans les arts martiaux. Mais commencer par avancer ces subtilités-là, c'est au fond oublier qu'au départ, il y a tout ce travail qui est énormément basé sur la matière et sur le physique, sur la dimension physique. Mais effectivement, après, les portes sont ouvertes vers d'autres dimensions. Mais il ne faut pas aller trop vite. Docteur Alain Kassoura, on parle d'ostéopathie depuis le début de cette émission, mais d'où vient l'ostéopathie? On n'a pas dit. Alors, l'ostéopathie, elle est née au 19e siècle. C'est Andrew Taylor Still qui a mis au point cette médecine au fil de ses expériences, de ses pratiques. Déjà enfant, il était très observateur, il avait de grosses migraines, il s'était aperçu que en tendant les rênes de son cheval d'un arbre à l'autre, s'il reposait sa tête sur les rênes, alors que les rênes bougeaient un petit peu, comme ça lui faisait grand bien et ça soulageait ses maux de tête. Et puis bon, après, il va faire la guerre de sécession, il va pratiquer la médecine sans vraiment être médecin. À l'époque, les études de médecine duraient 2 ans, hein, donc c'était pas... Bref, et il ne les a pas finis d'ailleurs, et puis voilà, mais il va mettre au point une façon de soigner les gens avec les mains, et il va rester dans l'ombre pendant longtemps, et puis au bout d'un certain temps, des gens vont venir de partout se faire soigner par lui. Il va faire un temps une médecine itinérante, et puis il va monter la première école d'ostéopathie à Kirksville, et la ville de Kirksville va prendre un essor considérable avec cette école, parce que des gens viennent des États voisins, il y a des hôtels qui vont se monter, les gens viennent là, restent là, parce qu'à l'époque, les déplacements étaient beaucoup plus difficiles, et Steele collectionne les béquilles qui restent sur place, les gens arrivent en béquilles, ils repartent en marchant, etc. Voilà. Et donc, l'ostéopathie est née comme ça. What I've got, I don't want. All it does is hover and taunt, reminding me what I used to be, what I may never be again. Turns out what I'm good at doing is making something out of the ruin of all this wasted space that can never be replaced. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or steal. Yes, I think we have a deal. If my wheels were square, but the earth was jagged, I'd roll along and be no less ragged than I seem to be today. I'm usually this way. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or see. Yes, I think we have a deal. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or steal. Learn it all again tomorrow. Learn it all again tomorrow. Nothing I have you can't borrow or steal. Yes, I think we have a deal. Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Docteur Alain Kassoura, dans ce premier ouvrage, vous disiez à l'époque aussi que vous n'avez pas eu un maître, mais plusieurs maîtres en ostéopathie. Oui, c'est vrai, il m'en fallait beaucoup parce que j'étais quand même pas doué. J'étais pas doué, mais j'étais très travailleur. Mais c'est vrai que le problème majeur, c'est le mental. Plus le mental est figé, plus on a des représentations du monde arrêtées, moins on arrive à avancer et moins on peut franchir le pas pour aller vers la différence.
Et donc, je crois que c'était ça mon problème. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu beaucoup de maîtres. Alors, j'en ai eu un, le premier, qui est José Puren, qui exerce à Paris, qui a été d'une générosité avec moi. Et vraiment, j'ai une infinie gratitude pour lui. Et je l'ai vu travailler, il m'a expliqué les techniques avec une grande patience, refaire les mouvements, mets ton pied comme ci, ta main comme ça. Non, c'est pas ça, avec une très très grande intransigeance. Et là, on est vraiment très très près de la réalisation des techniques des arts martiaux, hein. Vraiment. C'est lui aussi qui m'a appris à regarder aussi, à toucher, mais à regarder les corps en mouvement. Et ça, par contre, comme j'avais dansé, c'est vrai que j'avais une certaine aptitude à voir les corps bouger et avoir une idée de l'endroit où ça bougeait moins bien. Mais lui, il avait un œil terrible et ça me laissait quoi? Quand il voyait la personne rentrer, il me disait tu vois là, il y a une torsion du sacrum, droite sur droite, etc. Je me disais mais d'où ça sort? Mais qu'est-ce qu'il a? Et puis il faisait les tests, et puis il disait regarde, et c'était vrai, il avait raison. Voilà. Mais donc lui, il m'a appris à toucher avec les yeux presque. Il y a eu Pierre Tricot qui m'a appris à faire confiance à mon toucher, parce que à mon senti, voilà. C'est-à-dire que pour avancer à un moment donné, il faut quand même se faire confiance, quoi. Et je pense que c'est propre à tout art, parce qu'il y a une dimension artistique dans la pratique de l'ostéopathie, en ce sens qu'elle repose sur un sens, sur le toucher. D'accord ? Vous parlez même d'art du toucher. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut se faire confiance, quoi. Si un musicien ne se fait pas confiance, il ne va pas faire de la bonne musique. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut se faire confiance. Et Pierre Tricot, vraiment, il m'a autorisé à me faire confiance. Parce que c'est vrai qu'en général, je ne sentais pas ce que les autres sentaient. J'étais toujours à côté, je sentais d'autres choses différentes, etc. Et du coup, je me remettais en cause. Mais du coup, comme je passais mon temps à me remettre en cause, je ne pouvais pas avancer. Donc, Pierre Tricot, il y a d'autres choses qui m'a apporté, mais c'est surtout ça qui m'a apporté. Et après, il y a eu Alain Roch, qui est un ami et avec qui on a enseigné ensemble, mais qui pour moi a été un phare aussi, et qui m'a montré combien l'enseignement de Becker, qui préconisait vraiment de s'effacer devant le patient. Becker disait, seuls les tissus savent, autrement dit, c'est le corps du patient qui va vous guider dans votre traitement. C'est pas vous qui allez concevoir votre traitement à partir des symptômes, de l'histoire et de ce que vous allez penser que vous devez faire. Non, c'est le patient qui va vous guider. Voilà. C'est pour ça que Becker disait, seuls les tissus savent. Il disait aussi, selon vos écrits, renoncer à l'ego. Voilà, c'est ça. Il faut aussi admettre qu'on ne sait rien et qu'on va se laisser porter par. Voilà. Mais vous savez, là aussi, je pense que dans les arts martiaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous faites un combat dans les arts martiaux, vous ne savez plus rien. Vous êtes là avec tout ce que vous avez acquis, et puis après, ça va se faire dans l'improvisation, dans l'instant. Mais ce n'est pas vous qui vous dites à un moment donné, tiens, je vais placer telle prise. Non, voilà. Alain Roch va m'ouvrir à cette ostéopathie de Rollin Becker. Et puis le dernier, c'est Bruno Repetto, qui va m'ouvrir à la dimension émotionnelle, à la dimension mentale, qui va m'ouvrir à la médecine énergétique chinoise, à la médecine traditionnelle chinoise. La vie est belle, un peu moins belle que vue du ciel, vue d'ici. La lune est claire, et aussi loin que soit la mer, je la suis. J'ai perdu la mémoire, ma vie défile dans la presqu'île. Je finirai tôt ou tard sur le fil. Tout est calme et tranquille. Sur le fil, tout est simple et facile. Sur le fil, on se calme et on attend quelques instants, puis face au vent, on oublie le mauvais sang, les hommes en blanc, décidément trop de bruit. J'ai oublié l'histoire, ma vie s'efface dans les palaces. Je finirai tôt ou tard. Sur le fil, tout est calme.
face au vide, on repasse. La fin du film, qui n'est qu'un film en noir et blanc, je l'efface. C'est pas la mer à boire, ma vie se meurt, il reste 1 heure, je finirai tôt ou tard. Sur le fil, tout est calme et tranquille. Sur le fil, tout est simple et facile. Sur le fil, tout est calme et tranquille. Sur le fil, on se calme. Sur le fil, on se calme. Sur le fil, on se Partir avec Marie-Pierre Planchon sur France Inter. Pourquoi vous dites, Alain Kassoura, que l'ostéopathie est à la fois une philosophie et une science, et un art? Alors bon, tout ça c'est très contesté. J'ai dit selon vous. Voilà, enfin Ouais. selon moi et selon style surtout. Oui. Selon le père créateur de l'ostéopathie. On vient tous de quelque part. L'ostéopathie, c'est une science. Alors la science à l'époque, c'était quoi? C'était la dissection. C'était ça surtout. C'était la science de l'anatomie, stylisée, de l'anatomie, encore de l'anatomie, toujours de l'anatomie. C'était un art, l'art du toucher. Et c'était une philosophie parce que la philosophie de l'ostéopathie, et là en ce sens-là, on va bien voir la différence avec la médecine. C'est-à-dire que la médecine cherche à contrer la maladie, à lutter contre la maladie. L'ostéopathie cherche à rencontrer la santé, à stimuler la capacité d'auto-guérison, à stimuler le mouvement pour faire que, en fait, ce processus de guérison éclose et qu'au bout du compte, la personne guérisse. Donc, c'est deux approches qui sont très différentes de ce point de vue-là, mais pas incompatibles. Et vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui est très très important, c'est de ne pas opposer. Or, on passe notre temps à opposer les uns contre les autres. Pour moi, la médecine, la médecine classique aujourd'hui est d'une richesse incroyable, même si on peut porter un regard critique, mais elle a fait quand même des progrès incontestables. Il ne s'agit pas de se priver de tous ces progrès-là, il ne s'agit pas de la dénigrer. Mais de la même façon, l'ostéopathie apporte une autre façon d'aborder les choses qui a un intérêt certain. Et c'est vrai pour la médecine traditionnelle chinoise, c'est vrai pour d'autres pratiques. Donc, je crois que trop souvent, on s'enferme. Alors, c'est bien que chacun ait ses spécificités, parce qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, mais au moins admettre qu'il y a une palette de mondes différents et de possibilités d'aborder les choses de façon différente. Et c'est bien pour le patient, parce que le patient, de ce fait, peut aussi parfois aller ailleurs pour sortir de sa problématique. Et pour vous aussi, ce qui est très intéressant dans cette pratique manuelle, c'est que vous vous rendez compte qu'on peut prendre l'homme dans sa globalité. Oui, ça c'est l'un des principes de l'ostéopathie, c'est effectivement l'approche globale. Et cette globalité tient d'abord au fait que tout le corps est en mouvement. Vous l'avez compris, j'ai peut-être pas été assez clair, mais l'ostéopathie recherche des restrictions de mouvement, vraiment. Donc, ces restrictions de mouvement vont avoir une répercussion sur le mouvement dans tout le corps. Si j'ai une articulation bloquée à un endroit, une articulation du pied bloquée, je vais dérouler mon pas différemment. De ce fait, mon genou va travailler différemment, mon bassin va travailler différemment, et peut-être qu'au bout du compte, je vais avoir mal au cou. Voilà. Et inversement, une cicatrice, par exemple,
une cicatrice qui est très adhérente, douloureuse, inflammatoire, va peut-être empêcher une mobilité des viscères, va peut-être entraîner une rétraction cutanée qui, au bout du compte, va contraindre aussi l'appareil locomoteur, le dos, le bassin, et au bout du compte, va avoir des répercussions peut-être sur le cou ou sur une hanche, ou voilà. Donc, c'est vraiment une approche globale déjà au niveau physique. Et après, effectivement, on peut rajouter dans la globalité de cette approche les dimensions émotionnelles, les dimensions mentales, puisque nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes aussi autre chose. Fait de nos émotions et de nos pensées, c'est ça? Au minimum, nous sommes faits de ces trois choses. Mais vous dites, hein, surtout, attention, soigner ne veut pas dire forcément guérir. Je pense qu'il faut rester très modeste de toute façon. Tout thérapeute expérimenté et sérieux ne peut pas s'enorgueillir que de succès. Toute pratique a des échecs. Voilà, donc on fait de son mieux. Parfois, soulager, c'est déjà bien. Sans guérir, parfois, soulager, c'est déjà pas mal. Vous soulignez également, Alain Kassoura, que pour soigner avec ses mains, ça exige une grande écoute. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dépend comment on le fait. Hein. Mais si on le fait selon les principes de Becker, ou c'est selon le fait que c'est cette rencontre avec l'autre qui va faire que la consultation va se dérouler d'une certaine façon, il faut être disponible à l'écoute, très très attentif à cette écoute. Une écoute qui se fait non pas avec les oreilles, qui se fait avec les mains, mais qui se fait aussi avec le vide en soi. Et là encore, c'est être présent à l'instant, comme dans les arts martiaux, mais comme en méditation aussi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est juste être dans l'instant présent. Et cette intimité fait travailler l'altérité? Bien sûr, oui. C'est aussi la rencontre avec l'autre. Alors c'est ce qui gêne certains médecins et même certains ostéopathes au bout du compte, parce que vous comprenez bien que l'ostéopathie dont je parle là n'est pas très évaluable, elle est vraiment très praticien dépendant. De ce point de vue-là, elle est très proche de la psychanalyse. C'est une rencontre de deux personnes et ce sont ces deux personnes-là ensemble qui vont faire un travail. Et si la rencontre se fait avec une autre personne, le travail sera différent. Ce ne sera pas le même travail. Donc au bout du compte, l'évaluation est extrêmement difficile. Alors c'est vrai que certains sont tentés de restreindre l'ostéopathie pour pouvoir l'évaluer à des techniques qui, elles, seraient peut-être plus facilement évaluable, mais du coup, on se prive du principe même, du concept même de l'ostéopathie, et je crois que là, l'ostéopathie se meurt. Or, Steele disait, je vais le dire dans un anglais affreux, mais « keep it pure ». Voilà, il tenait à ce que l'ostéopathie reste pure, c'était son objectif. Et là, je pense que si on oublie les principes fondateurs de l'ostéopathie perd son essence et devient de la médecine manuelle, ce qui est bien. On peut faire de la médecine manuelle, c'est très bien, mais c'est plus de l'ostéopathie. Comment dire? J'ai rangé les violons. Comment dire? Dans des boîtes en carton. Comment dire? J'ai trop mis de jetons. Comment dire? Dans le jukebox des souvenirs. Mes sourires vont désert, comment dire? De vieux clowns en colère, comment dire? Mes habits te font rire, je suis le jukebox des souvenirs. Dessiner la lune, comment dire? Déposer mes enclumes, comment dire? Mais il restait la plume, comment dire? Du jukebox des souvenirs, comment dire? Des avions de papier,
tes baisers volés, comment dire, m'ont fait mettre la clé, comment dire, sur le jukebox des souvenirs. Sur France Inter, Partir avec Marie-Pierre Planchon. Alain Kassoura, pour instaurer ce dialogue avec le corps que vous avez découvert avec l'ostéopathie et pour développer donc votre toucher, vous vous êtes plongé dans une véritable aventure intérieure. Ça passait par là pour vous. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai d'abord pratiqué le tai chi, puis le qigong. Et effectivement, là, on rentre dans des pratiques martiales, mais qui sont très, très internes. Et au bout du compte, là, on se rend compte de la grande différence entre la perception qu'a le danseur du mouvement et la perception, par exemple, qu'a un praticien du qigong du mouvement. C'est complètement autre chose, c'est encore un autre monde et c'est une autre connaissance du corps. Donc, c'est là que je crois qu'il faut être très très modeste sur ce qu'on peut savoir parce qu'on se rend compte que dans un même domaine qui est le corps en mouvement, on peut avoir des connaissances du corps très très différentes. La connaissance d'un footballeur, la connaissance d'un danseur et la connaissance d'un praticien du tai chi chuan ou la connaissance d'un méditant du corps en mouvement est complètement différente. Et après, donc effectivement, j'ai aussi pratiqué la méditation qui est aussi une autre façon de rencontrer le corps en mouvement, mais de se rencontrer. Rencontrer le corps, c'est se rencontrer soi. Hein. Je dis rencontrer le corps, mais c'est se rencontrer soi dans toutes ses dimensions. Voilà. C'est un peu le connais-toi toi-même. C'est le connais-toi toi-même. Oui. Pourquoi cette introspection était nécessaire pour pratiquer ? Dans cette rencontre avec l'autre, plus on a accès à des choses intimes de l'autre, autrement dit des traumatismes émotionnels. Et effectivement, si par le corps on rencontre les émotions, on rencontre la pensée, on rencontre la souffrance psychique des autres, il faut quand même avoir commencé par la rencontrer en soi. C'est le principe de base qu'on retrouve en psychanalyse au fond. Hein. Il faut d'abord être passé sur le divan avant de pouvoir soi-même officier, voilà. Dans ce premier... Et d'ailleurs, j'ai fait une analyse un temps d'ailleurs. Dans votre premier ouvrage, Alain Kassoura, l'énergie, l'émotion, la pensée, au bout des doigts, vous dites qu'en fait, dans chaque ostéopathe, il y a un Don Quichotte. Pourquoi ? Ça m'a fait rire. Oui, moi je vois ça comme ça parce vous que... Vous aussi, vous avez vos moulins ? Voilà, tout à fait. Mais oui. Et ça rejoint cette idée de sauver le monde parce que c'est quand même incroyable d'essayer de soigner les gens avec ses mains. Il faut être un peu fou pour vouloir soigner quelqu'un avec ses mains, sans rien d'autre. Après, je dis souvent à certains ostéopathes avec qui je fais un travail un petit peu plus avancé, je dis on ne touche plus avec ses mains, on touche avec son cœur. Vous voyez, donc soigner quelqu'un avec son cœur, c'est encore plus fou. Donc oui, il faut être un peu Don Quichotte. Alors, Alain Kassoura, nous avons épuisé notre heure. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Avec très grand plaisir. Alors donc, je vous propose de retrouver le docteur Alain Kassoura la semaine prochaine pour continuer cette aventure intérieure, mais également pour découvrir l'odyssée thérapeutique qu'il raconte dans son dernier ouvrage qui vient de paraître chez Odile Jacob, La fureur de guérir, le cheminement autobiographique et romanesque et inédite d'un médecin et de son patient qui explore les frontières entre le physique, l'émotion et la pensée, entre l'ostéopathie, médecine du corps et une approche par le verbe, en quelque sorte une psychanalyse de la chair. Et puis vous pouvez toujours trouver son premier ouvrage, L'énergie, l'émotion, la pensée, au bout des doigts, paru également chez Odile Jacob. Vous retrouverez toutes ces infos sur notre site franceinter.fr. Partir avec Marie-Pierre Planchon. Partir avec était réalisé par Simone Depuux, préparé par Christine Kern, mixé par Pierre-Yves de Rollin et Philippe Duclos, et Monsieur Djoubaka a signé la programmation musicale. Après les infos, vous pourrez réécouter Éclectique, l'émission de Rebecca Manzoni. Je vous souhaite une très très belle semaine et Kali Nikta, que votre nuit soit douce et sucrée.